Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du dernier pay-per-view de la WWE édition 2020, puisque vous le savez, c'est le dernier. Voilà, c'est the last one comme on dit. Et il faut espérer que la WWE a clôturé l'année avec finalement de la joie, de l'allégresse. Ça avait commencé avec un retour exceptionnel d'Edge. Est-ce qu'ils vont réussir, allez, pas forcément à aller au plus, mais est-ce qu'ils vont réussir à mettre les pendules à l'heure? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, si je dois choisir, parce qu'on fera, voilà, si je dois choisir un pay-per-view, est-ce que je choisirais celui de la All Elite Wrestling ou est-ce que je choisirais celui de la WWE? Aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'on va voir et donc on va tout de suite revenir sur ce qui s'est passé durant cette émission, durant ce show. On a eu donc, eh bien déjà, vous pouvez le voir ici dès maintenant, avec la victoire de Roman Reigns et donc qui a battu, donc voilà. On retrouvera également, vous pouvez voir ce qui va en parler bien sûr, on en parlera très rapidement, avec Randy Orton qui a mis le feu au Fiend. C'est vraiment l'image la plus impressionnante, on va en parler directement également. On parlera également ici, comme je vous l'ai dit, de Roman Reigns. On parlera aussi du sacre de Drew McIntyre, avec bien évidemment avec le Miz et donc AJ, Sasha Banks, bien sûr, qui a conservé sa ceinture contre Carmella pour le titre féminin de SmackDown. Et finalement aussi la victoire de la Hub Business, où il y a eu un événement, justement on en parlera, la victoire de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander, et du retour de Charlotte Flair aux côtés d'Azuka, qui sont donc devenues les championnes féminines par équipe de la WWE pour ainsi dire. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, Roman qui a donc, eh bien, comme je vous l'ai dit, resté, qui a conservé sa ceinture pour le titre de la WWE. Mais à tous, on va commencer directement par parler de ce qui s'est passé dès le départ. Ça a été l'image de cette soirée. C'est bien évidemment ceci. On va en parler tout de suite. C'est Randy Orton. C'était le main event. C'était le main event. Alors vous avez vu, les images sont sont un petit peu en séparé, clairement. Randy Orton qui met donc le feu au Fiend. C'était un match court, c'était un match très court, mais au final, c'était une très très bonne idée de raccourcir ce match, on va dire aux alentours d'une dizaine, une quinzaine de minutes, pour éviter bien évidemment que le match perde en intensité, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont fait un espèce d'inferno match, vraiment, parce que on a vu le film quand il a pris feu, l'arbitre n'a pas arrêté le combat, il a continué le combat et finalement ils ont brûlé le Fiend. Clairement, ça a été, pour moi en tout cas, le moment de la soirée, puisque personne ne s'attendait à voir le Fiend se brûler autant. Clairement, ça a été un match qui a su mêler le catch, avec notamment la violence, le catch, mais également aussi un petit peu de comédie, avec notamment les rires du Fiend, avec tout ça qui a été amené. Et honnêtement, Randy Orton, je le dis, je ne cesse de le répéter, Randy Orton, il ne cesse d'épater la galerie depuis quelque temps. Bah, j'ai envie de dire, bah, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné par ce que l'on voit. Randy Orton impressionne. Randy Orton a fait un début d'année exceptionnel. Il conclut finalement cette année par une belle victoire. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais Randy Orton, il bat le Fiend, nanani nanana. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une défaite pour le Fiend. Si vous regardez bien, le Fiend, au final, en sort grandi. Et on est en droit peut-être de se demander aujourd'hui si le Fiend ne va pas revenir plus fort, le Fiend ne va pas devenir cette espèce de psychopathe encore plus impressionnant qu'il est encore aujourd'hui. La WWE croit beaucoup en la gimmick de Bray Wyatt et il va continuer à travailler dedans. Est-ce qu'ils vont éliminer finalement la Firefly Funhouse pour en faire finalement ce que j'appellerais chez moi un Joker à 100%? On le sait, il y a encore cette ambivalence entre le Joker, enfin entre le Fiend et Bray Wyatt. Est-ce qu'on va faire de Bray Wyatt un catcheur finalement à temps plein?
Est-ce que concrètement Alexa Bliss sera finalement la version Bray Wyatt? Est-ce qu'on peut... Il y a plein de choses qu'on peut imaginer durant ce qui s'est passé. Mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce match que j'ai trouvé extraordinaire. C'était le match de la soirée, clairement. Après, est-ce qu'il vaut le moment de l'année? Probablement pas. Probablement pas. Je reste un petit peu convaincu que comment ils appellent ça? Le Stampede, quelque chose, ouais, Stadium Wrestling, etc. de la All Elite Wrestling et Double or Nothing reste encore supérieur par rapport à ce qu'il a été proposé. Mais au vu de ce qui a été proposé là, au vu de ce qui a été montré là, d'ailleurs, pour information, je reste intimement convaincu que le match qu'il a fait contre John Cena, le Fiend, est bien meilleur en termes. Mais après, c'est du scénaristique. Là, ça restait un match un peu scénaristique. En termes de ça, c'est vrai que c'était impressionnant. On peut se demander aussi la suite pour Randy Orton. Est-ce qu'il va se rediriger vers Edge, qui a priori devrait faire son retour très prochainement? Est-ce que le Fiend va pas turner heel? Il y a plein de petites interrogations. Et c'est vrai qu'on a vu que les audiences de cette semaine à Raw, enfin de la semaine dernière à Raw, étaient décevantes. Ils ont peut-être trouvé quelque chose à faire, à susciter l'intérêt pour Bray Wyatt. Voilà, ils ont suscité un intérêt, les gens vont vouloir suivre ce lundi, enfin ce soir d'ailleurs à Raw, pour essayer de savoir ce qu'il en coûte, ce qui se passe. Et au final, eh bien, on peut qu'être très ravi de ce qui s'est passé. La WWE veut quelque chose et ils s'en mettent les moyens. Après, il faudra mettre plus, bien évidemment, surtout que ça va être les fêtes de fin d'année, on termine avec ça. Est-ce que tout ça... Je pense pas que le film apparaîtra ce soir. Je pense qu'on va tranquillement mettre ça de côté. Peut même imaginer une Alexa Bliss qui viendra un peu à la manière de Scarlett pour Karen Cross, qui va venir et qui va dire attention mon gars, le film n'est pas parti. Tu vois, dans des trucs comme ça. En tout cas, en plus, il y a eu quelques petits tweets de Bray Wyatt, notamment avec une cristalline, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, mais ça m'étonnerait que le film vienne. On est en fin d'année. Je pense qu'il vaut mieux commencer quelque chose l'année prochaine. On est à... Alors attends. On est à 2 shows de la fin de l'année. Voilà, on met le 2020. Voilà, on termine 2020. Ça a été une année particulière pour tout le monde. Et on redémarrera 2021 sous les meilleurs auspices. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez que ça commence tout de suite. Mais moi je pense que c'est pas une excellente idée. Voilà. Ensuite, on a eu donc la suite, ça a été la victoire de Drew McIntyre. Alors, le match est très bon. Le match est très bon, mais d'un côté, AJ est un phénomène. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Drew, on a vu beaucoup d'émotions à sa décrochage de ceinture, ça a été très bon. Le Miz était là, justement, on va en parler après. Mais oui, ça a été un TLC match de grande qualité. Même si tu sens qu'ils ont gardé sous la pédale parce qu'ils voulaient pas trop en faire pour éviter que ça bouche finalement ce qui allait se passer avec Bray Wyatt, avec Roman Reigns et Kevin Owens. Tu sens que Kevin Owens et Roman Reigns, ils ont voulu mettre les bouchées doubles pour essayer littéralement de faire un match, un grand match. Là, Drew McIntyre contre AJ, c'est un bon match. C'est un match qui apporte des choses, qui raconte des choses, qui notamment justifie la présence du Miz durant cette partie. Mais au final, je suis en droit de me poser cette fameuse question. C'est pourquoi le Miz a fait ça? Pourquoi le Miz a fait ça? Parce que, alors certains me diront, finalement c'est le bilan de son année. Il a commencé, il avait remporté les ceintures par équipe. Il n'a pas fait une grande année. Et c'est vrai. Le Miz aujourd'hui, en 2020, à n'en pas douter, c'est sans doute l'année. Alors 2019, il y a débat, mais en tout cas, il a sans doute fait l'une des pires années qu'il a fait durant sa carrière, parce que clairement, il n'a pas réussi. Là où ça doit être son personnage, qui est quand même un personnage qui est quand même qui citerait, parce que l'année dernière, c'était le côté face, et il a toujours eu du mal en tant que face. Là, il était dans un personnage, il était présent avec notamment tout ça. Et au final, eh ben, le bilan, il n'est pas reluisant. Et quand on a vu la mallette lui être rendue,
les gens se sont enflammés. Oui, Drew McIntyre va pas sortir contre le Miz. La réalité, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Et alors, que Drew McIntyre conserve la ceinture, c'est déjà arrivé. On a vu que, d'ailleurs, une statistique, c'est que pour les 5 cacheurs les 5 derniers cacheurs, on a quand même eu que Brock Lesnar. C'est très peu. La cage de mallette, attention à ne pas la rendre obsolète. Quand tu fais 5 caches consécutifs et que ton cache, t'en as eu qu'un seul qui a marché, bah j'ai envie de te dire, ça la fout mal. Ça la fout très mal, je veux dire. Il faut que les mallettes du Money in the Bank, alors je vais vous les donner justement les participants. Est-ce que je vais avoir les Money in the Bank? Attends, si je tape Money in the Bank, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va m'intéresser? Non, j'ai pas ce que je veux. Bon, attends. Si je mets cash, voilà, cash in. Alors, attendez. Est-ce que je vais pouvoir lui trouver quelque chose? Vous voyez, par exemple, là, voilà, on les a. Donc, là, le Miz l'a pas fait. Brock Lesnar l'a fait. Braun Strowman s'est loupé. Baron Corbin s'est loupé. Et le dernier à avoir fait juste avant, c'était Dean Ambrose en 2016. Et avant, c'était... Donc, il y avait Sheamus et Seth Rollins. Juste avant, juste après, on avait donc... Baron Corbin s'est loupé. Braun Strowman s'est loupé, en effet. Et Otis, donc on peut pas considérer, le Miz s'est loupé. Aujourd'hui, on a eu 4. Donc 4 participants, pas 5, c'est 4. Aujourd'hui, on constate à regret qu'il n'y a eu que Brock Lesnar qui y est arrivé. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas aujourd'hui faire ça. Voilà, tu peux pas aujourd'hui faire ça. C'est pas suffisant. Mais malgré tout, bon, admettons. On peut imaginer que les gens ont voulu imaginer quelque chose pour le Miz. Admettons. Pas comme ça. Pas comme ça. En fait, ils ont voulu faire une sorte de Seth Rollins pour essayer de faire que le Miz arrive, cache sa mallette, etc. etc. L'idée, dans l'idée, c'est intéressant. Dans les faits, c'est à chier. C'est à chier pourquoi? Déjà, on peut se demander, il y a eu la présence d'ailleurs d'Omos. Omos qui est le garde du corps, pour ceux qui ne le savent pas, le garde du corps de AJ Styles. Tout au long du match, il n'intervient pas. Déjà, on peut se demander pourquoi. Je veux dire, à un moment donné, tu vois Jey Uso qui intervient quasiment 4 à 5 fois durant le match, alors que Omos n'intervient pas. Il décide de cacher la mallette pour essayer de décrocher la mallette, pour essayer de la décrocher. Tout au long du match, quand Drew grimpe, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, il réalise que son mentor, enfin son employé, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, va perdre la ceinture et il va récupérer. Moi je dis qu'il y a une énorme connerie. Si tu veux nous faire croire qu'à un moment donné, il va gagner cette mallette. Il va gagner cette ceinture. Il faut que Omos ne soit plus là. Et surtout, il faut que par une situation de on ne sait comment, Omos ne soit plus là. Je veux dire, à un moment donné, moi ça m'aurait pas dérangé, par exemple, que Omos vienne. Omos est attaqué peut-être en coulisses, voire même on peut aller plus loin. Le Miz et John Morrison viennent, et John Morrison décide de s'en prendre un peu ce qu'il a fait à Omos. Omos décide de courir derrière John Morrison, plus de Omos. À partir de là, quand il cache sa mallette, il peut le faire vers la fin. Après, il se loupe pas, ça c'est autre chose. Mais il essaye, il tente. Les mecs sont au sol, c'est fini. Bah, à ce moment-là, on aurait eu le sprint, comme l'a fait notamment Seth Rollins. Si tu veux faire du Seth Rollins, il faut que, clairement, tous les ingrédients soient bien amenés. Il ne faut pas que le cache de la mallette de Seth Rollins, qui a été quoi? Qu'est-ce qui fait que la mallette de Seth Rollins, t'es là, tu te dis waouh? C'est parce que les deux mecs sont au sol, t'entends la musique Burning Down qui apparaît, et tu vois un sprint de Seth Rollins qui gagne pas tout de suite, mais qui réussit à nous donner, c'est de se dire putain, il va gagner. Mais malheureusement,
il ne gagne pas. Il ne gagne, enfin, il finit par, il ne gagne pas parce qu'il réussit pas à le tomber de base. Il finit par enchaîner et il gagne. Ils ont, là, le Miz arrive, s'en prend aux deux, finit par vouloir grimper, John Morrison cache la mallette, il monte sur le ring, non, il y a trop de et. Il faut que ça soit fluide. Le Miz arrive, les deux hommes sont au sol, le Miz arrive, voit l'échelle, grimpe à l'échelle, il la décroche pas. Point. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Là, la WWE a voulu faire compliqué alors que c'était simple. Des fois, dans une storyline, il ne s'agit pas de faire complexe, il s'agit de faire efficace. Parce que plus tu rajoutes des choses, plus les gens, au final, se disent putain, c'est compliqué. Alors, quand c'est compliqué et que c'est intéressant, c'est bien. Mais quand c'est compliqué et qu'on s'ennuie ferme, ça passe pas. Voilà. Donc au final, le match est intéressant, surtout qu'après, le Miz ne finit pas au sol penaud, il continue, il tape, il frappe, c'est intéressant. Mais au final, ben voilà. D'ailleurs, quid du Miz pour 2021 ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et surtout, bah, la deuxième question que je me pose, c'est quid de la team Morrison-Miz ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on fait de John Morrison, qui est là depuis quasiment un an, et qui aujourd'hui n'a rien fait à la WWE ? C'est vraiment une hérésie par rapport à ça. Ensuite, on va parler de Sasha Banks. Alors, moi, je voudrais quand même parler des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, encore une fois, on va encore dire que je suis condescendant, que je suis arrogant, que je me la raconte, que je suis tendance à être insolent. Mais je vais... Peut-être que je le suis. Mais il y a une chose qui me définit en tout cas, c'est que je dis toujours la vérité. Et quand je vois des gens balancer des conneries, ça me fait chier. Alors, je dirais personne, parce que c'est un peu général. Il y a ceux qui, on va dire, disent des choses cohérentes. Et je dis pas ça parce que je suis d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux. La vérité, je m'en bats les couilles. On est là pour faire un débat. Si moi, tout le monde était d'accord avec moi, je me ferais chier. Mais il faut que ce soit cohérent. On me dit, il y a un message, on me dit ceci, et je cite, ouais, Sasha Banks a passé son temps au sol, et Sasha Banks a passé son temps au sol, elle a rien fait, elle a fait qu'un post-back statement. Quand il y a eu la prise, Sasha Banks a fait les cordes, ananani, ananana. J'ai envie de dire à cette personne, est-ce que tu es fan de catch? J'ai pas de souci là-dessus. Mais en fait, est-ce que tu as une réflexion quand tu dis ça? Est-ce que tu poses les choses? Déjà, est-ce que tu as vu le match? Parce qu'il y en a qui me disent, oui, j'ai vu le match. Non, non, tu l'as pas vu. Et si tu l'as vu, bah, je suis au gré de te dire que tu t'es complètement planté. Sacha ne te subit pas tout le temps. Parce que c'était un match avec un petit mano à mano. Parce que là, quand j'ai fait, je fais putain, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je l'ai vu il y a quelques minutes le match. Enfin, il y a 1 heure, parce que bon, j'ai regardé tout le show. Là, tu es en droit de te dire pourquoi pas. Mais alors après, quand je vois le fait que tu utilises et alors, c'est interdit d'utiliser les cordes. Il y a une loi qui atteste comme quoi les lutteuses et les lutteurs n'ont pas à utiliser les cordes. Quand vous avez encore une fois, comme j'ai toujours dit, si vous avez des arguments, moi je peux les entendre. Mais soyez sûr de vos arguments. Il ne s'agit pas de balancer des arguments à tout va en se disant ouais, ça va passer. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Vous vous retrouvez face à moi. Faites gaffe. Parce que si je vous calme, on va dire, si j'arrive à vous calmer par ce que je dis, et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, voilà. Faut que vous blindiez, et je m'en fous à un moment donné. C'est comme on va parler notamment de Charlotte Flair. Elle a tourné les moitiés. Ah, mais elle est des papa.
Elle est aidée par papa. Et après? Désolé, vous êtes pas né, vous êtes pas né avec un, vous êtes pas né d'un spermatozoïde ou d'un ovule qui, pour ainsi dire, avait le famous. Mais à un moment donné, c'est pas de votre faute. Il y en a même un qui a sorti. Ouais, mais Snoop Dogg, faites gaffe à la AEW. Et alors? Il y a tellement d'incohérences dans certaines choses que ça me fait rigoler. Sacha, elle a fait son match. Elle a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle perdu encore, vous auriez dit quoi? Ah bah Sacha, on l'a encore fait perdre. Moi, pour moi, Carmella, elle a fait une très belle prestation. Mais c'était pas le moment de la faire gagner. Elle gagnera. Mais pas tout de suite. Dans quelques semaines, peut-être que... Mais c'est pas à elle de gagner. C'était pas le moment. Ça viendra, mais c'est pas le moment. En tout cas, Carmella, elle m'a impressionné. Elle m'a impressionné, mais c'était pas le moment de la faire gagner. C'est tout. Voilà. Alors après, certains me diront, oui, mais je suis désolé, Sio. C'est toujours les mêmes qui gagnent. D'accord? C'est qui la championne féminine de Raw? Ah bah justement, on va la voir. On va lui parler. Parce qu'il y a aussi ceux qui sont incohérents. Ah pardon, on va parler. Ah bon, bah tiens, on va parler. Bah tiens, on va parler de Charlotte. Tiens, on reviendra plus tard sur Asuka. Alors, comment je vais dire ça de manière polie? Parce que c'est toujours pareil. Quand Charlotte gagne un truc, elle est overbookée, elle est favorisée, elle est toute ci, elle est toute ça. Et les gens vont me dire, ouais, mais les titres par équipe, voilà, vous comprenez, c'est pas grand, voilà. J'ai envie de dire, moi, alors, prenez les cassettes, hein. Moi, la championne féminine de Raw, qui pour ainsi dire devient championne par équipe, ou qui même a un match de championnat pour les ceintures par équipe féminine, déjà c'est une hérésie en soi. Maintenant, vous vous attendiez à qui? Alors, il y en a qui m'ont sorti Naomi. Naomi. On parle bien de la fille qui a pas, qui est pas blessée, hein, mais qui, depuis qu'elle est arrivée depuis du côté de Raw, n'est même pas apparue une seule seconde. Vous m'auriez dit Nikki Cross. Pourquoi pas? Je l'aurais pu le comprendre, j'aurais pu l'entendre. Parce qu'Azuka et Nikki Cross, ça aurait pu être intéressant. Sauf que, les gars, si Azuka se lève le matin, vient un TLC, et dit, ma partenaire mystère, c'est Nikki Cross, bah, je suis en droit de vous dire, bonjour bonjour la loose, quoi. Il fallait il fallait quelqu'un de puissant, quelqu'un qui puisse emmener. Il n'y avait pas 300 personnes, hein, à un moment donné. On savait qu'elle allait faire son retour, on le savait, et forcément, elle a récupéré ses ceintures. La deux seules qui aurait pu un petit peu gratter le pronostic, c'est Becky Lynch. Mais Becky Lynch, elle vient d'accoucher, on va essayer de la laisser tranquille un petit peu. Mais moi, de mon point de vue, Charlotte et Asuka, bah écoute, moi je trouvais ça cohérent. Je trouve ça cohérent, Charlotte revient. Elle n'aura pas la ceinture très longtemps. Mais de toute façon, les ceintures par équipe que vous voyez ici, elles n'ont pas elles n'ont pas quelque chose en elles. On a pu le voir, les équipes sont partout, les féminines, et au final, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent faire. Donc au final, ça crée un sentiment d'instabilité par rapport à ce qui peut être fait. Et puis voilà, c'est tout. Le match est intéressant, mais bon, après, Charlotte est de retour. Alors, elle défiera sans doute Asuka, ça m'étonnerait pas. Ou alors, il va y avoir quelqu'un d'autre. Mais moi, de mon point de vue, il n'y a rien de plus de particulier. Et d'ailleurs, je tenais juste à signaler quelque chose. Ces mêmes personnes qui, pour ainsi dire, critiquent Charlotte, c'est ces mêmes personnes qui, il y a quelques semaines, après que elle ait blessé Mandy Rose, demandaient à ce que Nia Jax mette fin à sa carrière. Soyez cohérents, les gars. Vous pouvez pas demander à ce que Nia Jax ne soit pas là. D'ailleurs, il y a certains qui m'ont dit, ouais, il aurait fallu Lana. Non mais, pourquoi Lana en fait? Lana, depuis qu'elle a gagné au Survivor Series par miracle, elle n'a pas gagné clean. Faut arrêter, Lana
c'est une parodie de lutteuse. Et je dis pas ça parce qu'elle est méchante, parce que je l'aime pas, je m'en bats les couilles d'elle. Mais la vérité, c'est que Lana, elle a rien. C'est du talent in-ring de pauvre. Après, bon, si vous voulez retourner dans l'ère diva, avec notamment des Kelly Kelly euh, ou des, comment on appelle ça, la fille, là, des chéris de Deuce et Domino, ou je ne sais pas, des lutteuses du dimanche soir, du dimanche, qui savent même pas mettre deux pieds avancés, et comme des Cameron ou d'autres, allez-y, allez-y. Mais alors à ce moment-là, vous virez les Charlotte, les Becky, les Bianca Belair, vous virez les Peyton Royce, vous virez les Carmella, parce que Carmella est est une lutteuse intéressante. Vous virez également tout simplement Asuka, vous virez Asuka, vous virez Yoshirai, vous virez tout le monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès que Lana récupérera la ceinture, vous serez tous contents. Ah oui, ça, oh, c'est bien. Ah, c'est bien, bravo, belle manœuvre. Mais le problème de Lana, c'est qu'elle va descendre la division d'un coup et vous allez dire, ah bah finalement, elle est pas très très bien. Comme c'est étonnant. Enfin bref. Bon. Bah, j'ai passé les ceintures par équipe de Raw. Alors, vous savez quoi? Regardez, hop, magie. On va se dépêcher super vite. Voilà, voilà. On va parler de ça rapidement. Euh, Très bon match. Très bon match entre les deux équipes. Le petit regard de Shell TB m'a fait un peu tilter. On sait que parfois, une dissolution d'un clan, ça joue pas à grand chose. Est-ce que concrètement, il va y avoir une petite tension dans le clan? Peut-être une réalité. Après, pour ce qui s'agit de MVP, MVP c'est le MVP concrètement. Most Valuable Player, parce que le mec, enfin même le MVM, le Most Valuable Manager, parce qu'il a réussi à réveiller Bobby Lashley, il a réussi à réveiller ces deux-là. Chapeau, monsieur, hein. Chapeau. Et donc, on va terminer avec Roman Reigns et Jey Uso et donc Kevin Owens, qui est pour moi le match, un énorme match. Quel talent Roman Reigns dans ce côté heel, même si son côté heel n'a pas été poussé, mais Kevin Owens a été exceptionnel. Kevin Owens, il m'a épaté dans ce match. S'il y avait un match où on devait le voir à son paroxysme, c'est ce match-là. Il a gagné sans doute des points, j'espère. Roman a gagné, mais ça m'étonne pas. Jey Uso a été énorme. Bravo. Bravo, je m'attendais à ce que Jimmy vienne. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore venu. En tout cas, ça a été un match d'une très très grande qualité. Et au final, on peut qu'être satisfait de la prestation des deux lutteurs. Bravo messieurs, bravo à vous tous. Et honnêtement, on attend vraiment de voir 2021 ce qui va s'y passer. Bon, bilan. Le bilan de la soirée, il est très positif. Il est très positif. On a eu que des bons matchs. On a eu que des bons matchs. Alors, vous savez quoi? On a eu un momentum. C'est bien évidemment l'image que vous voyez ici. On a eu 2 excellents TLC. Alors, peut-être un TLC bon et un excellent TLC. On a eu 2 matchs féminins plutôt de bonne qualité. Et les ceintures par équipe, pour moi, qui ont été très bons. J'ai envie de dire que morde le peuple. Pour l'instant, ce qui est intéressant du côté de la WWE, c'est que, certes, ils se chient pour les shows hebdomadaires, ça c'est sûr et certain, mais du côté des pay-per-view, ça reste régulier. Et régulier dans le bon sens du terme. Quand tu vois que à Raw, c'est un peu la merde des fois, alors le Raw de cette semaine, de la semaine dernière, je veux dire, et quand tu vois le TLC, le Survivor Series, les Night of Champions, le Clash of the Champions, pardon, quand on voit Hell in a Cell, pour l'instant, il n'y a pas de fausse note. On dirait que les mecs, les pay-per-view, ils arrivent à bien les gérer. Après, du côté de Raw ou de SmackDown, c'est une autre histoire. Et ça, il faut qu'ils arrivent à faire le tout, parce que je reste intimement convaincu que la WWE peut rehausser les audiences si on nous offre des matchs de qualité comme celui-là. On ne demande pas du truc de fou, mais quand tu vois ça là,
Tu te dis, mais un Raw, ça doit tellement kiffer. Et au lieu de ça, bah non, c'est pas ça. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao les amis.